Et les règles de la politique, c'est que collectivement, on peut décider de tempérer, d'aiguiller le monde, de l'améliorer dans le sens que nous souhaitons. Mais ça Quel va dans est ce que le je t'ai sens dit. que souhaite ou qu'a souhaité Emmanuel Macron pendant son quinquennat? C'est d'encourager la tendance à l'enrichissement des plus riches. Je viens de t'expliquer par A plus B que non. Tu viens de m'expliquer par A plus B qu'il y avait des dispositifs pour aider le pouvoir d'achat des plus pauvres. Salut les amis, nous sommes de retour dans le ring. Aujourd'hui, nous allons parler de la confiance ou de la défiance que nous avons envers nos politiques sous 3 thèmes. La crise climatique, la crise du coronavirus et la fiscalité. Pour ces thèmes, nous avons à votre gauche Prisca Thévenot, porte-parole de la majorité présidentielle En Marche et fondatrice de l'association Civil Impact, qui se veut rassurante sur cette confiance que nous devrions avoir et qui, bien qu'elle reconnaît des imperfections, pense que l'action des politiques vont dans le bon sens. À votre droite, Ludovic d'Osons Causer, youtubeur, journaliste, entrepreneur, fondateur d'Osons Comprendre également, un site de vidéos à la demande qui approfondit des sujets d'actualité et de fond de manière très journalistique et très sourcée et qui régulièrement met en cause l'action du gouvernement et des politiques plus généralement. Lequel des deux débatteurs vous convaincra? Lequel de leurs arguments vous parlera? C'est ce qu'on verra dans quelques minutes. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. On se retrouve dans le ring. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite blague. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, C'est normal. Ni bien ni pas bien, je peux venir pour avoir des bons, des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe, vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Ah, Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme là, merde. Pas possible, c'est pas une cour de récré, merde. Faites la paix. Salut les amis, on se retrouve donc au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Prisca Thévenot. Bonjour Prisca. Salut. Tu es porte-parole de En Marche et tu as monté le mouvement Civil Impact. Oui. Qui est, en quelques mots, on va dire, une espèce d'école de l'engagement transpartisane. Oui, c'est pas un mouvement justement, c'est une association. C'est une association. D'engagement citoyen pour aider toutes celles et ceux qui ont envie de se former à l'engagement citoyen de façon complètement bénévole et gratuite, de façon complètement non partisane. Et puis, c'est pas forcément que de la politique au sens comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire avoir une écharpe au bout du bout. Ça peut être aussi participer à une association, participer à un syndicat, créer une action citoyenne très locale. Donc, en gros, c'est participer à la vie de la société et essayer de s'entourer, de trouver comment on peut le faire et si on a besoin de financement, de trouver des financements. Très bien. Et je suis avec Ludovic d'Osons Causer. Salut. Et Ludo, tu es youtubeur, entrepreneur et journaliste. Entrepreneur, c'est un grand mot, mais oui, oui. Tu as monté ta propre affaire. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, aujourd'hui, tu peux nous dire peut-être en quelques mots Osons Causer pour ceux qui connaissent pas. Ouais, en gros, Osons Causer. Enfin, Osons Causer, c'est une chaîne de vulgarisation politique sur Internet où on traitait beaucoup l'actu. On a lancé ça genre en 2015 et on a beaucoup parlé d'actualité politique. Et après 2017, on s'est rendu compte que ça nous frustrait de devoir commenter des petites phrases et rester un petit peu à la surface du débat politique. Et on a eu envie d'aller un peu au fond des choses, de se donner le temps de passer au public des vraies informations. Parce que qui connaît comment fonctionne le climat, quels sont les vrais problèmes climatiques, comment nous sortir des problèmes énergétiques, quels sont les problèmes posés par l'Union européenne, qui va au fond des sujets? Personne. Les médias ne le font pas et du coup, nous, on a eu envie de le faire et on a lancé Osons Comprendre, notre site de vidéos à abonnement où on se donne le temps d'explorer en profondeur les sujets importants pour les gens. Voilà. Maintenant, on fait de l'actu politique et du fond sur Osons Comprendre. Ok, très bien. On est là aujourd'hui pour parler de la confiance ou de la défiance qu'on aurait envers les politiques, pas seulement d'ailleurs de la majorité présidentielle, mais aussi plus globalement du rapport qu'a la population aux politiques. Et on va notamment avoir 3 grands thèmes après autour de ça: la crise du Covid, la crise climatique et plus globalement la fiscalité et la gestion un peu de l'individualisme que provoque parfois aussi la carrière politique. Donc moi, j'aimerais vraiment commencer par cette question assez basique et presque un peu naïve, comme dirait mon associé Antonin. Tu as fait une vidéo sur la vaccination, vaccin hors notre vaccin, et finalement, ça m'a interpellé et je me suis posé la question: est-ce que, selon toi, Prisca, c'est normal qu'un youtubeur ait à faire une vidéo pour expliquer le vaccin? Est-ce que ça n'aurait pas été le rôle du gouvernement? Écoute, me poser comme ça, j'ai envie de te dire oui, c'est étonnant. On prendrait ça dans un livre d'histoire en disant en 1940 on a fait ça pour je sais pas trop quelle autre maladie ou je sais pas quoi, on se dirait mais what, c'est pas possible. Maintenant il faut remettre dans le contexte. Effectivement, on aurait préféré que dès le premier jour du début de la campagne de vaccination, tout se passe comme il faut, c'est-à-dire qu'on ait
toutes les doses de vaccins possibles, que tout le monde adhère pleinement et qu'on soit pas en train de passer notre temps, et j'en ai passé des heures carrées à dire les doses arrivent, le vaccin c'est bien, le virus ça tue. Oui, on aurait préféré. Force est de constater que ça n'a pas été le cas, qu'on a eu pas mal de difficultés. Et donc c'est forcément le pouvoir en place. Il faut pas avoir honte de dire qu'on n'a pas tout géré comme il fallait. Et puis aussi on s'est fait aussi peut-être un peu dépasser sur toute la communication, mais c'était vraiment un bloubi-boulga de tout ce qu'on pouvait entendre, aussi bien des médecins qui s'entendaient pas entre eux. Moi je suis arrivée sur des plateaux où j'avais 2 médecins qui étaient pas d'accord. Et de ma vision, c'est assez étonnant parce que moi je suis là, le médecin, je lui donne un peu ma vie, quoi. Je lui dis vas-y fais. Beaucoup de Français ont eu et donc peut-être que oui, on a péché en communication. Il faut le dire. Et je dois dire que je suis plutôt contente qu'on ait pu faire en sorte que des youtubeurs, en l'occurrence ceux dont on parle, aient accepté de venir jouer le jeu à un moment où on avait besoin de réexpliquer que la vaccination était importante. Pourquoi ? Parce que souvenez-vous que c'était au mois de juin où on commençait à desserrer un peu les mesures qui pesaient sur nous, et on avait quand même peur qu'une autre vague arrive. Donc, il fallait absolument réexpliquer l'intérêt de la vaccination. Et en plus, à ce moment-là, on voyait que le nombre de rendez-vous pour les premières doses, les premières injections commençait à baisser. Donc oui, c'est étonnant, je le reconnais tout à fait. Est-ce que c'est parce que c'est par défaut et parce que c'est par rapport à un manque de communication par ailleurs ? Sûrement, sinon on l'aurait pas fait. Mais aujourd'hui, force est de constater que ça a permis aussi, avec d'autres choses, notamment la prise de parole du président de la République en juillet, d'accélérer énormément cette campagne de vaccination. Je me permets une relance, là, tu parles de quel youtubeur dont vous avez fait en sorte qu'il parle de la vaccination ? McFly et Carlito ? C'est de deux dont on parle, non ? Ok. Donc, si on parle de McFly et Carlito... Non, peut-être on parlait d'autres personnes, je sais pas. Parce que le lancement, c'était sur notre vidéo à nous. Et comme nous, on n'a aucun rapport avec l'attitude d'En Marche du gouvernement et qu'on s'inscrivait pas du tout dans un plan de com, j'étais un peu étonné que tu dises ça. Du coup, ok, maintenant c'est précisé. Et ensuite, oui, le gouvernement a complètement péché en communication. C'est quand même étonnant qu'il n'y ait pas eu de prime time avec Olivier Véran ou avec d'autres experts pour expliquer que ça sauve des vies, que c'est safe. Tu dis que les médecins étaient en dissensus sur des plateaux télé. C'est probablement vrai. Il y a des plateaux télé où on a organisé de la controverse et où on est allé chercher des médecins opposés à la vaccination, parfois sceptiques sur les dangers du Covid ou promoteurs de thérapies qui ne fonctionnent pas. Sur des plateaux télé, tu as pu voir du dissensus, mais le consensus scientifique international et médical était assez clair. Tu vois, nous, on n'est pas un médecin de formation, on est juste des gens qui savons chercher l'information. C'est notre métier, on est un peu des chercheurs, on sait dénicher de l'info et lire des études scientifiques. Et le consensus médical sur la vaccination était très clair. Du coup, pour nous, c'était assez naturel dans un moment crucial de promouvoir un outil qui allait sauver la vie des gens et qui était sans danger pour eux. Et je m'étonne que le gouvernement n'ait pas organisé de prime time et de campagne de communication plus large. Ensuite, tu disais, je me permets de rebondir sur la fin, sur le discours de juillet d'Emmanuel Macron a permis d'élargir la vaccination. Alors c'est vrai, une fois qu'on a fait le pass sanitaire et qu'on a conditionné l'accès à plein d'aspects de la vie quotidienne des gens à la vaccination ou à la monstration d'un test PCR, ça a fait augmenter les premières doses et c'est une réussite. Tu es contre le pass sanitaire ? Non, je suis pas du tout contre. Mais j'aimerais pointer 2 choses. J'aimerais pointer un échec, c'est le taux de vaccination des plus de 80 ans. Je sais pas si vous le savez, mais là, aujourd'hui, les 18-24 ans sont plus vaccinés que les plus de 80 ans. J'ignorais. Et les plus de 80 ans, ça plafonne à autour de 80% de vaccination. Maintenant, c'est un peu plus de primo-vaccinés depuis des mois. En avril, on était déjà pas loin des 80%. Aujourd'hui, on est à 86% de primo-vaccinés. Plein de pays européens, des voisins, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, il y en a plein, sont à 100% de vaccination. Et du coup, moi, je suis d'accord que le pass sanitaire, ça a mis un kick pour pousser des jeunes à se faire vacciner, mais on n'est pas allé chercher les populations les plus vulnérables. On n'a pas fait, nous, notre campagne de vaccination en France, elle s'est appuyée sur des plateformes numériques, sur de la Startup Nation, sur du Doctolib. On n'est pas allé chercher, comme l'ont fait d'autres pays, en leur donnant des rendez-vous, en les appelant par téléphone. On a passé quelques coups de fil, mais on n'a pas organisé des rendez-vous d'office pour toutes les personnes âgées. On n'est pas allé chercher ces personnes-là qui sont pourtant les plus vulnérables. Du coup, ça, c'est un premier bémol au pass sanitaire. Et le deuxième, c'est quand même ce discours de juillet. Le discours de juillet d'Emmanuel Macron, c'est « Bonjour,
Jacques Hadi a dit maintenant, j'ai dit passe sanitaire, c'est le chef, ça devient sérieux, vaccination obligatoire pour les soignants, allez hop hop hop, tout le monde se fait vacciner et je vous montre du doigt et je vais sévir. Ça, c'est un tiers du discours. Il explique rien. Il explique pas l'intérêt du vaccin. Il explique pas qu'il est safe. Il explique pas que le virus tue plus que le vaccin. Il explique rien. Il fait juste père fouettard et il monte le doigt. Et 2 tiers du discours, c'est une campagne électorale. C'est, moi, regardez comme je suis fort, regardez comme le quoi qu'il en coûte a fonctionné, regardez comme avec l'Union européenne, je vais me porter en candidat pour les Français et je vais continuer cette dynamique vertueuse. Est-ce que c'est sérieux ? On a une crise sanitaire importante. Il aurait pu expliquer. Il a parlé quasiment 40 minutes. Il aurait pu prendre quelques minutes pour expliquer rationnellement, pour convaincre les Français. Au lieu de ça, il les a juste montrés du doigt et il a sévi comme un vieux papa à l'ancienne. Pour moi, ça, c'est dommageable. Il aurait pu faire mieux. Et c'est une critique que j'ai à faire à la majorité parce que prendre les Français de haut, c'est ce qui alimente la défiance et ça n'a pas aidé. Tu crois que justement le président a pris les Français de haut et était en campagne pendant ce discours-là ? Non, mais je vais répondre point par point parce que tu as soulevé des sujets extrêmement importants et il faut effectivement les désamorcer. Donc c'est bien qu'on puisse le faire ici ensemble. Tu disais effectivement il n'y a pas eu de grand prime time à la télévision, etc. Parce que c'est vrai que quand même on était quand même tous enfermés chez nous pendant très longtemps et même si nos modes de vie ont un peu changé après, on restait quand même liés à la télévision. En fait, si, il y en a eu. Il y en a eu. Alors effectivement, c'est pas la grande messe comme avant aux 20h où tu allumes ta télé et tu vois Claire Chazal arriver et tu dis tout le monde tu sais que tous les Français sont connectés, c'est plus le cas maintenant. On a plusieurs chaînes d'infos en continu qui sont des chaînes Netflix même. Voilà, qui sont des chaînes d'opinion ou pas, mais en tout cas, c'est aussi diversifier l'offre. On a aussi d'ailleurs toi des chaînes YouTube, etc., des influenceurs sur les différents réseaux sociaux et donc ça c'est important. Mais il y a eu des moments et souvenez-vous, ça nous énervait. Un moment, ça commençait tous à nous saouler. Ce fameux rendez-vous, on nous disait mardi soir, le PR ou le PM va parler, ou Olivier Véran va parler, jeudi soir, machin. Ça a duré quand même très longtemps. Et souvenez-vous. Pas sur la vaccination. Eh bien, si. C'était sur des différents éléments. Okay. Et d'ailleurs, il y avait en général le PM qui parlait et les ministres. PM, ça veut dire quoi ? Le Premier ministre, excuse-moi. Le Premier ministre qui parlait. Donc, c'était à l'époque soit Édouard Philippe. Et puis après, c'est devenu Jean Castex. Et puis les ministres concernés. Donc c'était des trucs qui duraient effectivement très longtemps, mais parce que c'est des éléments et des moments extrêmement importants pour plein d'informations sur la crise sanitaire. Non, vraiment, on a vécu en France dans le même pays pendant 1 an et demi, et ces moments existaient. C'était des moments soit le mardi soir, soit le jeudi soir, où t'as le PM qui s'adressait aux Français, c'était annoncé, et t'avais après Olivier Véran qui parlait, et ou Jean-Michel Blanquer quand il y avait la rentrée scolaire par exemple, et ou Agnès Pannier-Runacher sur les doses de vaccins qui arrivaient, et ou etc. Je te pose la question Ludo, est-ce que c'est aussi facile de convaincre des gens qui sont contre le vaccin d'aller les faire vacciner ? Comment toi tu ferais ou comment tu arriverais à t'y prendre ? Je ne sais pas pour les personnes âgées, moi je constate juste que sur les personnes âgées on n'y est pas, mais sinon non, il faut prendre les doutes. Et les doutes, généralement, c'est le manque de recul, vaccin qui n'est pas safe, et le Covid, c'est pas grand-chose. Ou ma fille me dit de pas me faire vacciner. C'est souvent ça, en ce moment. Mais tu vois, pourquoi ? Je veux dire, si c'est ma fille me dit, faut lui demander. Pose la question, qu'est-ce qu'elle vous a dit, votre fille ? Mais ça, ces associations-là le font. Et moi, je suis désolée, mais elles le font. Les médecins de famille le font. Il y a 2 débats. Tu vois, soit je réponds à ce que font les associations, et moi, je te dis, c'est super qu'il y ait des associations, mais je constate qu'on est très à la traîne sur la vaccination des plus fragiles par rapport à nos voisins. Et donc, c'est où que le gouvernement a mal bossé ou que les associations ont mal bossé. Mais dans tous les cas, on a moins bien bossé qu'à côté, puisqu'il n'y a pas de différence qualitative de ouf entre la population espagnole et la population française. Tu vois, il n'y a pas de spécificité irlandaise qui serait plus favorable à la vaccination et de spécificité française. Du coup, c'est que quelqu'un a mal bossé, ça c'est un truc que je dis. Et ensuite, pour répondre à ta question, comment convaincre ? Tu regardes quels sont les arguments opposés et après, t'en parles. On parlait du discours de Macron sur toute la question de la candidature. Et j'ai vu, par exemple, sur des stories Instagram, Sarah El Haïry coller des tracts. Et ça m'a personnellement interpellé sur est-ce qu'une ministre en activité peut coller des tracts pour un président ? Est-ce que ça se fait ou est-ce que c'est finalement aussi loin de l'élection quand même ? Ça peut être un problème. Elle a collé des affiches sur un mur avec Emmanuel Macron. Exactement. En tant que ministre de la République, je pose ces questions-là. On a un gouvernement singulier. Je veux dire, c'est une majorité différente. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été fait aussi ?
Que tu vois un ministre en exercice qui colle, je pense pas. Que tu vois un ministre en exercice en temps de campagne électorale qui est du même parti, qui se mouille dans un meeting ou quoi, peut-être, mais qui colle et qui soit filmé en train de coller aussi loin de l'élection, ça m'étonnerait. Mais après, bon, ça montre que ce gouvernement est singulier. Et aussi, ça montre peut-être que les ministres n'ont pas grand-chose à foutre. Hein. Parce que quand tu regardes la gestion de la crise sanitaire, enfin, je suis désolé de refaire un petit retour en arrière, mais tu vois, il y a beaucoup des décisions qui étaient prises en Conseil de défense et tout seul en haut avec un petit groupe autour de Monsieur Macron, Jupiter, et donc peut-être que Sarah El Haïry, qui est, je crois, secrétaire d'État à la jeunesse, un truc, et à l'engagement, peut-être qu'elle a que ça à faire que de montrer, que de s'afficher à coller des photos de son président qu'elle ne voit pas assez pour montrer son action. Peut-être que ça montre aussi ça. Alors déjà sur Sarah El Haïry, je vais quand même remettre un peu le truc. J'ai encore une fois que peu importe le mouvement politique à laquelle appartiennent les ministres, j'ai beaucoup de mal à considérer qu'un ministre ne fait rien. Peu importe. Je te le dis franchement. Tu me parles d'un truc d'il y a 5 ans, ça sert à rien. Et je te dis ça pour Emmanuel Macron, comme ça serait n'importe quel autre président ou présidente. La décrédibilisation de la fonction. Non, mais ça participe. Mais non, arrête. Tu vois, là, t'es dans les esbroufs, ça sert à rien. On est en train... Justement, si on veut faire en sorte que les Français se réintéressent au débat politique, au débat public, je pense que c'est aussi à nous de faire attention à comment on le présente et comment on l'amène. Discuter du fond de manière très dure, de manière très tranchée, oui, mais venir en plus vers faire de la petite phrase, ça n'apporte rien. À part faire rire. Donc, le sujet que j'ai, c'est Sarah El Haïry. Effectivement, je vais te donner un exemple très clair. Ça a été lancé sous Gabriel Attal quand il était ministre de la Jeunesse. Ça s'appelle le service national universel. Le service national universel, on est d'accord ou pas, moi je suis plutôt favorable à ce sujet-là, c'est redonner du sens dans les valeurs républicaines et la citoyenneté surtout à plein de jeunes. Et bien effectivement, notamment, alors pas que ça, mais notamment, elle a géré aussi ce sujet-là parce que ça devait être lancé l'année dernière, mais ça n'a pas pu être lancé parce qu'auprès de milliers d'étudiants, milliers de jeunes, parce que la crise sanitaire était là. Et donc là, par exemple, en juin, juillet, elle s'est occupée de ça, en l'occurrence. Et moi, j'ai assisté un peu de loin à une présentation qui a été faite dans un service national universel dont la base est dans le 93. Je peux te dire que, au-delà de savoir qui était la ministre ou pas, je peux te dire qu'ils ont vu les actions concrètes de ce service universel, de ce service national universel mis en place par la ministre. Donc les actions sont là. Après, tu peux me dire, mais on n'en a pas entendu parler, on ne sait pas, etc. Peut-être que ça a été noyé dans tout le brouhaha médiatique par ailleurs. Peut-être, ça je te l'accorde. Prisca, j'aimerais qu'on revienne sur le sujet de la distanciation entre ceux qui sont au gouvernement, parfois même députés, et ceux qui sont en campagne. Ouais. Je ne néglige pas le fait que, évidemment, qu'En Marche a tout à fait le droit et devrait être en campagne même dès maintenant. On l'est. Alors, ça s'est vu en juillet. Comment faire avec, à l'inverse, ceux qui sont en place et au gouvernement? Alors, déjà, quand je dis on est en campagne, c'est la majorité présidentielle qui est en campagne. Ça, faut être très clair. J'invente rien, on le dit, je l'assume. Moi, je le suis, je l'ai dit juste avant. Oui, on est en campagne. Maintenant, on arrive dans ce moment du quinquennat, quel qu'il soit, mais du quinquennat de la Ve République, l'année avant, là, on est sur les 7 derniers mois, où on se dit de toute façon, quoi que le président, et j'aimerais bien un jour dire ou la présidente, fait, ça va être vu comme, de toute façon, il est en campagne. Ça, c'est comme ça. Est-ce que je vais passer ma vie à venir justifier « Non, il n'est pas en campagne, mais en fait, il répond à telle demande, machin. » Ça servira à rien parce que celui qui a envie d'entendre qu'il est en campagne l'entendra quoi qu'il arrive et je vais lui raconter des sornettes. Et celui qui a envie de voir plutôt les actions continuera à les voir et va pas écouter l'autre chose. Donc moi, ce que j'ai plutôt envie de dire, c'est quoi qu'il arrive, de toute façon, on arrive sur un temps de campagne. La France va se mettre en campagne. Moi, ce que j'ai envie plutôt de voir, c'est faisons en sorte que pas que la classe politique se mette en campagne. Parce que là, ce qu'on voit depuis un moment, et je le dis avec toute la responsabilité qui est aussi sur nous, c'est que la classe politique se met en campagne. Mais la France elle-même, est-ce qu'elle se met en campagne? Moi, je vais vous dire clairement un sujet. Alors, c'était peut-être pas à l'ordre de la discussion, mais je vais dire 2 minutes dessus. Vas-y. Il y a un sondage Odaxa qui est sorti ce matin, je crois. C'était ce matin ou hier? Ouais, ce matin. Qui expliquait effectivement les intentions de vote, des machins, bidules, premier, pas premier, etc. Franchement, c'est génial, mais à 7 mois du vote, j'ai envie de dire... Oh, on s'en fout. Macron n'était même pas dans ces sondages-là. On a déjà vu 12 000 retournements surtout, à 7 mois du vote. Qu'est-ce que ça nous apporte dans notre vie de tous les jours? On s'en fout. Par contre, là, surtout après 2 ans, on n'a parlé que de crise sanitaire. On a enfin un moment où on peut parler d'autre chose. Et en fait, quand tu regardes la suite du sondage, et après vous pourrez le passer, il est quand même assez intéressant, c'est que tu vois les préoccupations des Français. Parce qu'il ne faut pas oublier que la présidentielle, c'est le moment où les Français aussi mettent leur sujet dans l'agenda. Et les préoccupations des Français, par rapport à tout ce qu'on peut entendre, et je ne vais pas citer de nom parce que ce n'est pas l'objet du débat, c'est
bien sûr la politique migratoire, mais c'est pas du tout l'immigration la première préoccupation. C'est le pouvoir d'achat. C'est le pouvoir d'achat. Donc le pouvoir d'achat, l'environnement, la cause des femmes. Très clairement. Est-ce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment ? Ah bah, il y a une grande cause du quinquennat qui est tombée dans l'oubli pour la cause des femmes. Et ce qu'on en entend parler... Non, là tu parles des actions. C'est autre chose, on peut pas parler des actions si tu veux. De toute façon, tant qu'il y aura une femme qui mourra sous les coups de son conjoint, on sera pas bon, de toute façon. Ça, c'est un fait. Et ça, je te rejoins. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons faire en sorte, nous, en tant que classe politique, et là, je me mets moi et moi-même autour de la table toute seule dedans, de faire en sorte de pas juste nous parler entre nous. Parce qu'encore, on va faire en sorte de... on doit pas se parler à nous, on doit plutôt écouter, mettre les Français dans le débat, et surtout pas faire du débat entre politiciens. Parce que... C'est parfois l'effet que ça donne à beaucoup de gens. Eh ben oui, et c'est pour ça que je le dis avec toute l'humilité possible. Je sais pas, j'en suis consciente. Tu vois, et encore une fois, quand on a passé pendant tout le début d'année, là où on parlait un peu des échanges, excuse-moi 2 secondes, on parlait beaucoup de Macron-Le Pen. On disait, c'est bien le contour, on aura Macron. Mais c'est dramatique de dire ça. C'est dramatique. Et ça, c'est qui l'a produit, le Macron-Le Pen? Attends, mais je suis là, je suis de la majorité, coucou. Non, mais attends, pourquoi c'est dramatique? Son truc aux européennes, aux européennes. Attends, aux européennes, tout le narratif d'En Marche, c'était nous ou les méchants populistes, Macron ou Le Pen. C'est le narratif de la majorité jusqu'à avant le Covid. Il y a eu le Covid qui a après tu reparles d'un truc qui n'a rien à voir avec l'événement. Tu changes de chronologie. Macron-Le Pen, c'est un narratif voulu activement par En Marche. Et qu'est-ce que je suis en train de te dire là? Moi, là, t'es en train de le déplorer. T'es en train de dire que c'est dramatique qu'on nous fasse une course à l'échalote et qu'on occulte des sujets de fond. Je suis effectivement, et tu as raison. Cette posture de clash, nous ou le péril, les progressistes ou les populistes et Macron versus Le Pen, c'est la volonté profonde, active de En Marche depuis le premier jour. Mais regarde, même depuis les premiers mois de campagne de 2017. C'est pas une réalité aussi. Ah non, mais moi, c'est sûr que quand tu vois le résultat de l'élection présidentielle de 2017 et le second tour qu'on a eu, c'était une réalité. Mais est-ce que on peut, dans la position d'un responsable En Marche, déplorer que le duel Macron-Le Pen prenne toute la place et occulte le fond avec tout ce qu'a fait En Marche depuis qu'ils sont en campagne de 2017 et surtout depuis qu'ils sont au pouvoir, et un des moments où ça s'est vu de ouf, c'est les élections européennes, je trouve que c'est un peu fort le café. Tu vois. Mais non, quand on a dit ça, quand on a passé notre temps, et on le fait un peu moins, mais heureusement, à dire qui sera au second tour, ça sera eux. On est en train de dire aux Français, les gars, le premier tour, ça se fera sans vous. Implicitement, c'est ce qu'on est en train de dire. Et moi, quand j'entends aujourd'hui, à droite comme à gauche, ou peu importe, dire de toute façon, l'intérêt, c'est d'être face à un second tour Macron-Le Pen, je trouve ça dramatique au possible. Et tu peux pas me dire que La République En Marche, dans son ensemble, a envie de faire ça, ou qu'on en fasse ça, machin, etc. Je suis très heureuse que tu me considères comme une citoyenne lambda, mais je te rappelle aussi que je suis porte-parole de la majorité présidentielle. Et quand je te dis ça, je le dis ça avec aussi ma casquette de majorité présidentielle. Pourquoi ? Parce que il faut absolument, après l'année et demie qu'on vient de passer, les 2 ans qu'on vient de passer à ne parler de tout, sauf des sujets de préoccupation majeure des Français, t'as pas envie de rentrer sur une campagne présidentielle et sur un quinquennat, quelle que soit la personne qui gagne au bout du bout, où en fait t'as pas abordé les préoccupations des Français. Alors je suis d'accord, je vais prendre ma casquette parce que je suis pas dans la course à l'échalote politicienne et je m'excuse de t'avoir trop cherché et cornerisé sur votre attitude politicienne. J'ai fait du commentaire politique, du coup j'étais dans cette casquette-là. Maintenant je vais faire de la vulga et on va parler des chiffres, des préoccupations des Français. Tu parles du pouvoir d'achat. Voilà. Ce serait rigolo que En Marche et que des partis politiques comme ça abordent la question du pouvoir d'achat. Allons-y, pourquoi ? Parce que là, il y a une note qui est sortie par l'INSEE qui confirme ce que dit l'OFCE et plein d'analyses des politiques fiscales de Macron depuis le début. Qui s'est enrichi depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir ? Le 1%. Qui a gagné plus de 1% de la richesse nationale. Enfin, faut voir, hein, le 1%, c'est des gens qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. C'est des gens qui sont très à l'aise. Ces gens-là ont gagné 1% de richesse nationale, c'est confirmé par l'INSEE. Est-ce que c'est que le fait de la politique ? Bah bien sûr. C'est à partir du moment où tu supprimes l'ISF,
et c'est dit dans la note de l'INSEE, hein, c'est même pas, vas-y, objectif, c'est la statistique nationale. Vas-y. Quand tu fais la flat tax, c'est-à-dire que tu taxes les revenus du capital, et donc ça veut dire les loyers, les dividendes, les intérêts bancaires. Quand tu taxes ces revenus-là, autant quand tu fais une flat tax à 30% et que du coup, pour les plus riches qui avant étaient imposés à 45% sur ces revenus-là, maintenant ils sont imposés qu'à 30% sur ces revenus-là. Tu leur fais un effet d'aubaine de malade. Ça a été chiffré à peu près ISF plus flat tax à 4 milliards et demi d'euros que l'État a arrêté de collecter. Et donc, que nous tous, on a perdu ou en hausse d'impôts, mais il y en a eu quelques-unes, mais pas tant que ça pendant le quinquennat, ou en baisse d'investissement public et baisse de fonctionnaires. Du coup, ces 4 milliards d'euros, ils nous manquent à tous et nous laissent tous, premier point. Mais surtout, ces 4 milliards d'euros qui arrivent direct dans la poche de Bibi. Hein. Et ces 4 milliards d'euros-là, le pouvoir d'achat, quels Français ont été enrichis par le quinquennat Emmanuel Macron, c'est éclatant. C'est les 1%, les 0,1% les plus riches. 1%, c'est 500 000 personnes. 0,1%, c'est 50 000 personnes. Ces gens-là ont gagné énormément. Et l'INSEE le dit, les 90% autres restants, c'est-à-dire nous tous, 90% de la population, c'est vraiment beaucoup de monde, eux ont perdu de l'argent. Ils reçoivent moins d'argent de la richesse nationale. C'était moins bien qu'en 2017. Et du coup, si on parle du pouvoir d'achat, comment vous allez défendre ce bilan? Comment tu peux dire c'est super ce qu'on a fait pour les plus riches? On avait besoin de supprimer l'ISF et de faire cette flat tax. Il y a eu 0 ruissellement. Personne s'est enrichi en bas. C'est resté dans les poches des grands donateurs de Macron et de ses amis bien riches. C'est moche, ça. Si on parle de ces vrais sujets, j'attends de voir la réponse, mais à mon avis, vous préféreriez ne pas parler de pouvoir d'achat, c'est plus facile pour vous. Donc, le premier sujet, c'est est-ce que certaines personnes, je ne vais pas te contredire, est-ce que certaines personnes qui sont déjà très bien loties se sont enrichies? Oui. Enfin, j'ai envie de te dire, le rapport le montre, je ne vais pas aller contre ça. Par contre, est-ce que ça veut dire mathématiquement que si certains s'enrichissent, c'est forcément au détriment des autres? Non. Non, de manière très simple. De manière très simple. Aujourd'hui, je vais te donner un exemple très concret. Aujourd'hui, tu prends une personne qui est au SMIC. Avec l'ensemble des mesures qui ont été mises en place, c'est-à-dire la défiscalisation des heures supplémentaires, la revalorisation de la prime d'activité, mais également la baisse des charges sociales, il a l'équivalent d'un 13e mois à la fin de l'année. Tu vas me dire, oui, mais machin, etc. Il y a aussi eu la suppression de la taxe d'habitation. Je veux dire, c'est pas anodin. On sait qu'en plus, c'était une taxe extrêmement inégalitaire qui s'habitait, par exemple, je te donne toujours le même exemple, moi, ma mère, dans le 93, payait une taxe d'habitation 3 fois plus élevée que des Parisiens, alors qu'elle avait un logement dans une copropriété dégradée, elle avait des charges monstrueuses, un truc horrible, il y avait des cafards, machin, etc. Donc ça, c'est un truc très inégalitaire. C'est violent. Moi, je te dis franchement, ma mère vivait en 93 à Stein, elle payait 1 500 € de taxe d'habitation. T'imagines le délire pour un truc qui vaut rien. Donc, c'est pas anodin. Donc ensuite, ce qui s'est passé aussi, ce qu'il faut voir, et ça, c'est d'ailleurs, si tu as regardé ce matin les matinales, etc., c'est pas nouveau et ça arrive de plus en plus et il faut qu'on s'en préoccupe. Et ça va venir sur, je pense, le sujet d'après qui est l'environnement. On a des charges fixes, des charges impressibles qui, elles, augmentent drastiquement, notamment celles liées à l'énergie. Et ça vient, mais imputé. Mais ce matin, j'écoutais, je sais plus, c'était sur RMC ou sur Europe, une retraitée qui expliquait que sa facture d'électricité avait augmenté, je crois qu'elle payait 16 € de plus par mois. C'est dramatique. C'est monstrueux. Donc, est-ce qu'il y a des efforts qui ont été faits pour venir baisser la pression fiscale et augmenter le pouvoir d'achat des Français sur le quinquennat? Oui, c'est 24 milliards d'euros et je viens de t'expliquer concrètement ce que ça veut dire pour une personne au SMIC. Mais est-ce que, parallèlement à ça, il y a des charges qui ont continué à augmenter, notamment liées à l'énergie? Oui. Et sur ça, il va falloir y travailler. Alors là, il y a eu des mesures d'urgence qui ont été mises en place parce qu'il faut mettre des mesures d'urgence par rapport à ça. Donc, il y a le chèque énergie qui a été mis en place en 2017, qui a été là complété par un chèque ponctuel de 100 € pour 6 millions de Français. Tu vas me dire, oui, mais non, je te dis pas oui, ça c'est bien. Non, mais il faut le faire, mais plus, il faut aussi voir à long terme. Pourquoi? Parce que ça montre qu'on est dépendant énergétiquement, notamment de la Russie, etc., qui, eux, pourquoi on a en ce moment je le fais très court, mais pourquoi en ce moment, on a une hausse de tous les prix de l'énergie? C'est parce qu'on a un rebond mondial, un rebond économique, et donc des grandes puissances comme la Chine, etc., consomment énormément. Mais face à cette consommation qui augmente, on a une demande qui reste faible. Et c'est surtout la Russie, etc., qui n'ont pas tendance à augmenter les vannes. Donc, nous aussi, ça pose des questions. Donc ça, il faut qu'on travaille dessus, bien sûr, sur notre dépendance énergétique, etc. Mais ça revient aussi, on a des moyens aussi, nous, de revoir nos modes de consommation. Que ce soit dans les foyers, mais que ce soit aussi dans les entreprises.
Donc, dans les foyers, par exemple, c'est qu'on a énormément, alors je ne sais pas ici si c'est le cas, mais on a énormément de ce qu'on appelle des passoires thermiques. Les passoires. Exactement. Donc ça a été mis en place avec la prime rénov notamment. Il y a des milliers de foyers qui l'ont mis en place. Ça, c'est très concret aussi. On peut en parler si vous voulez. J'ai des exemples à la clé. C'est très concret. Ça permet vraiment drastiquement de venir réduire sa facture énergétique et en plus d'aller dans le sens de la préservation de l'environnement. Mais il y a aussi tout ce qui a été fait pour les entreprises. Les entreprises, il y a tout un pan qui a été mis en place, notamment dans le plan de relance, pour permettre aux entreprises d'évoluer sur leur mode de consommation énergétique et d'être plus vertueuses. Parce que c'est bien beau de leur dire « je vais t'imposer nanana pour que tu le fasses, etc. » Si tu les aides pas à le faire, elles le feront pas. Donc soit on est dans une politique de la punition, soit on est dans une politique de d'accompagner. Et si elles le font vraiment pas, là effectivement, on pourra parler de punition. Et ensuite, il y a aussi le premier qui doit le faire, les foyers, les entreprises, mais le premier c'est qui ? C'est l'État. Si l'État ne le fait pas, j'ai envie de dire, c'est bien mignon, mais ça sert à rien. Et là, pareil, la rénovation énergétique a été mise en place dans l'ensemble des bâtiments publics. Elle n'est pas finie, tu peux rigoler, moi ça me fait pas rire, mais c'est extrêmement important parce que, alors ça se fait pas en un claquement de doigts, ça c'est sûr, mais c'est fondamental parce qu'on a aujourd'hui le premier foncier de France, c'est quand même l'État. Et donc, si on commence pas par ça, on n'y arrivera pas. Donc, moi, ce que je suis en train de te dire en conclusion, c'est oui, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour venir améliorer le pouvoir d'achat des Français et de façon très concrète sur la baisse des impôts, sur le fait que le travail est rémunéré mieux. Mais à côté de ça, force est de constater qu'il y a des charges fixes qui, elles, ont augmenté. Et ça, il faut aussi le travailler. Bon, d'abord, c'est pas naturel que des riches s'enrichissent. Quand il y a une suppression de l'ISF... C'est naturel, mais non, mais si, ça arrive, tu vois, comme si c'était spontané. C'est comme une tendance que l'argent appelle l'argent. C'est une tendance que l'argent appelle l'argent. Est-ce que je suis d'accord avec... Non, mais... Les règles de la politique, c'est que collectivement, on peut décider de tempérer, d'aiguiller le monde, de l'améliorer dans le sens que nous souhaitons. Mais ça va dans ce que je t'ai dit. Quel est le sens que souhaite ou qu'a souhaité Emmanuel Macron pendant son quinquennat ? C'est d'encourager la tendance à l'enrichissement des plus riches. Je viens de t'expliquer par A plus B que non. Tu viens de m'expliquer par A plus B qu'il y avait des dispositifs pour aider le pouvoir d'achat des plus pauvres. Moi, ce que je te dis, c'est qu'au total, quand on fait la somme de ce qu'on a, le travail paye mieux. Moi, ce que je dis, c'est que l'INSEE et l'OF, et ça confirme tout ce qu'a dit l'OFCE en note préliminaire pour évaluer l'impact de chaque mesure fiscale du quinquennat. Ils ont dit attention, c'est les plus riches qui vont beaucoup plus s'enrichir que tous les autres, même si on enrichit un peu tous les autres, ceux qui vont vraiment gagner le magot, c'est les plus riches. L'OFCE disait ça à chaque réforme fiscale. T'as qu'à regarder les policy briefs, ils en ont sorti à chaque réforme fiscale. Et là, maintenant, c'est confirmé. Tu vois, parce qu'ils on fait ça a priori, avec des modèles, pour évaluer comment ça va changer les pouvoirs d'achat. T'as changé ta phrase quand même par rapport à tout à l'heure. Non, je t'ai dit que les grands gagnants du quinquennat, ce qu'a vraiment voulu faire Emmanuel Macron, ce qu'il a vraiment voulu faire, c'est enrichir les plus riches. C'est ça qui s'est passé. Au détriment des autres. Mais alors ça, c'est certain que quand tu donnes 4 milliards d'euros... Mais attends. Si toi, tu me donnes... Mais alors ça, c'est certain que quand tu donnes 4 milliards d'euros... Mais attends. Si toi, tu me donnes un chèque et qu'à côté, dans le budget public, il manque 4 milliards d'euros parce que tu supprimes de la fiscalité sur les plus riches. C'est 4 milliards d'euros qui manquent. Ça me lèse aussi. Tu vois, c'est pas parce que... Tu vois, un budget public... C'est vraiment important. Un budget public, quand il manque 4 milliards, il manque 4 milliards. Tu vois, et ces 4 milliards qui manquent, ça va d'une manière ou d'une autre se payer. Admettons qu'on soit dans le logiciel d'Emmanuel Macron, si ces 4 milliards d'euros étaient toujours là, si on n'avait pas permis aux plus riches de s'enrichir en leur supprimant leur fiscalité alors qu'ils gagnent déjà énormément, si ces 4 milliards d'euros étaient là, il aurait pu donner plus aux plus pauvres. Il aurait pu faire des meilleurs coups de pouce énergétiques. Il aurait pu davantage baisser les impôts. C'est très bien que c'est pas mathématique comme ça. Ah si, 4 milliards d'euros dans un budget, si tu les as déjà, plus, les impôts sont pas fléchés. Non, mais déjà, il n'y a pas de... C'est très bien que c'est pas fléché. C'est comme ça que ça fonctionne. Attends. Là, les impôts, tu décides chaque année dans une loi de finances des budgets de l'État, à la fois comment tu les collectes et qu'est-ce que tu en fais. C'est-à-dire que chaque année, la République en marche décide... J'ai jamais dit que c'était fléché. Et c'est pas la République en marche. Chaque année... Le président est le président de tous les Français, ne l'oublie pas. Non, mais chaque année, les députés
évidemment sous tutelle du président de la République et du gouvernement, décide comment on va répartir cet argent, comment on va le percevoir et comment on va le répartir. Et du coup, la République en marche et M. Macron, le président de la République, ont décidé de se priver de 4 milliards d'euros qu'ils laissent en cadeau aux plus riches, qui au total, sur la période, se sont plus enrichis que les plus pauvres. Les plus pauvres, les 90%, avant, ils captaient 73% de la richesse nationale. Maintenant, c'est plus que 72%. Et qui a gagné ce point, c'est les 1% les plus riches. C'est rigolo, les dépenses contraintes et l'énergie. Je suis d'accord que les prix de l'énergie augmentent. Je suis d'accord que les prix de l'électricité augmentent. Pourquoi ? Les prix de l'énergie, c'est, comme tu l'as dit un peu mal, mais comme tu l'as dit, c'est un problème entre l'offre de gaz, les pays producteurs de gaz qui n'augmentent pas assez leur vanne par rapport à la demande qui augmente, notamment chinoise et européenne, puisque on a eu un hiver un tout petit peu plus rigoureux à l'Est et du coup, on a eu plus de demandes européennes. Donc ça, le gaz, c'est un problème de déséquilibre offre-demande. Mais l'électricité, pourquoi ça augmente ? Parce que le gaz augmente. Et pourquoi est-ce que chez nous, on est contraint par l'augmentation des prix de l'électricité ? Aussi, peut-être, parce qu'on a fermé Fessenheim. Moi, ça m'intéresserait de comprendre comment c'est possible qu'on déplore l'augmentation du prix de l'électricité alors qu'on avait une centrale parfaitement en état de fonctionnement d'après l'autorité de sûreté nucléaire et qui produit l'équivalent de toute la production photovoltaïque française. On s'est privé, c'est un choix politique, on s'est privé d'un truc qui était déjà payé, donc amorti, qui coûte quasiment rien et qui produisait une grande partie de notre électricité et on a décidé de se passer de ce financement-là, de cette production-là. Et du coup, en le faisant, non seulement on accroît les émissions carbone de l'électricité française, parce que nécessairement, quand Fessenheim ne produit pas et que c'est la nuit et que les panneaux solaires ne produisent pas et qu'il y a peu de vent, comment est-ce qu'on fournit de l'électricité en Alsace ? On importe de l'électricité au gaz ou au charbon allemand. Du coup, on a choisi, en se coupant de ça, de augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, et ce qu'on a choisi aussi, c'est de compliquer la facture énergétique et électrique des Français, parce qu'en se privant d'une production déjà payée, nécessairement, ça augmente le coût moyen du reste. Mais c'est pas parce que tu injectes de l'argent que forcément tu dis c'est au détriment d'autres personnes. Parce qu'il y a d'autres mesures qui sont possibles, notamment sur le coût de fonctionnement de l'État et la façon dont tu gères ton budget. Donc ça, je vais pas te l'apprendre, c'est aussi un esprit de bon père de famille. Ça veut dire donc ne viens pas me dire qu'on est en train... de fonctionnaires ou de l'investissement public. C'est quoi la bonne gestion d'un État ? On n'a pas baissé le nombre de fonctionnaires, on a augmenté 10 000 forces de l'ordre. Tu veux dire oui, mais il n'y a pas que les forces de l'ordre comme fonctionnaires. Ce que je suis en train de te dire, ton raisonnement était de dire, ton raisonnement très, très simple, là, tu l'as fait ta dernière phrase, c'est de dire, parce que l'ISF, du coup, on est en train de tuer l'environnement. Waouh, c'est bizarre comme raisonnement. Avec 4 milliards de plus, tu peux être moins mauvais. Tu veux qu'on parle en milliards ? On va parler en milliards. Si tu veux, très simplement, est-ce que, oui, il y a une urgence climatique ? Vas-y, celui qui dit non. Bien sûr qu'il y en a une. Bien sûr qu'il y en a une. Est-ce qu'il s'agit, et ça c'est ma position, qui est peut-être pas celle qu'on partage, et ça c'est un débat. Est-ce qu'il faut changer de paradigme et la façon dont on aborde l'urgence climatique ? Je pense que oui. On a passé notre temps, et on le voit aujourd'hui aussi, on peut pas l'ignorer, dans la campagne des présidentielles qui arrive, où on a des candidats écologistes qui parlent de tout sauf de l'écologie, et voire même qui savent pas en parler. Donc, et après on pourra en parler si vous voulez, je m'adresse très clairement à Sandrine Rousseau. Sur les solutions, ce qu'on pourrait faire pour reconnecter. Sur ça, le sujet de l'environnement, c'est que oui, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été mises en place. La prime rénov', le rapport que tu soulignes, il a été mis en place dans un débat parlementaire, dans une commission parlementaire, dans un travail parlementaire qui a eu lieu dans quel cadre ? Dans le cadre de la loi climat et résilience. Donc c'est venu alimenter cette loi pour la faire évoluer, et tant mieux, pour dire écoutez, on est en train de mettre un certain nombre de dispositifs en place, la loi n'était pas votée, elle est en discussion. Bien sûr. Donc ne viens pas me dire que cette loi vient... Non mais attends, c'est important, des objectifs. Moi je te dis que la réalité est en deçà et que c'est constaté par votre propre majorité, c'est ça que je te dis. Ce que je suis en train de te dire, tu refais encore la même chose. C'est-à-dire que tu es en train de m'objecter quelque chose qui, au contraire, va dans ton sens. C'est de dire, ce rapport a été mis en place non pas pour venir dire l'ensemble des mesures qui ont été mises en place ne servent à rien, mais plutôt de venir dire la loi est en cours d'écriture, faisons en sorte que l'ensemble des mesures qu'on met en place puissent être effectivement, qualitativement et quantitativement regardées. Et c'était ça. Mais c'est pas venu du tout dire que... Non, mais le constat, c'est que donc, là, on a un problème de disjonction entre l'affichage des mesures, ce qu'on dit, et ce qui est réellement fait. Mais non, et ça, il faut se rendre compte. Il faut se rendre compte dans les émissions de gaz à effet de serre. Ça se voit. Là, c'est pas honnête ce que tu es en train de faire.
Écoute, personne ne se satisfait du rythme des rénovations thermiques. Je connais pas un acteur qui me dit « Ah oui, c'est vrai, dans le logement social, ça va assez vite. Dans le machin, ça va assez vite. Et dans le public, ça va assez vite. » Je connais personne qui dit ça. Si je peux faire juste un point pour alimenter ce que tu dis. On avait reçu Guillaume Bigot dans un débat sur l'école et il avait écrit un livre qui s'appelle La populophobie, qui parle notamment des élites qui seraient très anti-peuple. Et lui mettait aussi en avant le fait que le peuple, parfois, n'aidait pas aussi à le fonctionnement, on va dire, de mesures qui étaient prises. Et on peut voir notamment, par exemple, l'exemple du pass sanitaire, où la mesure, en plus une mesure avec laquelle tu es d'accord, certaines personnes qui viennent du peuple empêchent aussi la bonne action de cette mesure-là. Et c'est pour dire que je veux basculer aussi sur ce sujet-là, qui est de comment on réussit à reconnecter aussi ce lien de confiance entre nos élites politiques, entre le peuple, et dans le fait qu'on puisse aussi avancer ensemble. Parce que, de toute façon, tout ce qui est décidé par le gouvernement est à la fin infaisable si les gens derrière ne suivent pas. Là, tu penses que sur la rénovation thermique, il y a un lien avec le peuple ? Parce que moi, pour moi, le peuple, personne n'est opposé à payer moins de factures de chauffage. Non, mais personne. Par contre, regarde, il faut organiser des moyens, des filières. Voilà, il faut que la puissance publique soit exemplaire. Et pour le moment, à part des paroles, il n'y a pas de... Non, mais c'est pas moi qui le dis. C'est le rapport. Tu sais quoi, laisse-moi dire une parole. Voilà, on va faire un truc. Laisse-moi dire une parole sur ça parce que j'ai pas réussi à la mettre. On parle de l'environnement. L'environnement. Que Macron, machin, truc, moi je regarde les dimensions aujourd'hui qui nous permettent d'arriver vers effectivement cette préservation et cette protection de l'environnement. Que ce soit Macron ou qui tu veux. Ce que je regarde aujourd'hui, c'est ça. D'accord ? Pour moi, c'est transpartisan le sujet. Ce que je te dis, c'est que oui, en 2016, le sujet de l'environnement faisait effectivement partie du programme, comme il fera partie de l'ensemble des programmes pour 2022 sur tous les candidats. Il n'y a pas de débat. Je l'espère, mais je pense qu'ils sont quand même pas tous cons. Ensuite, est-ce que tout a été mis en place dès le début? Je ne crois pas. Et je vais pas te mentir, tout le début du quinquennat n'a pas été focalisé et monopolisé sur l'environnement. Ça, on peut peut-être en discuter. C'est peut-être un tort. Mais le fait est de constater que non. En revanche, est-ce que sur l'ensemble du quinquennat, un ensemble de mesures et de séries, et voire de lois et de dispositions réglementaires ont été mises en place pour atteindre les objectifs, que ce soit avéré ou pas? Le bilan écolo, climatique du quinquennat de Macron est très décevant. Faut arrêter, tu vois. Il a mis en place quelques trucs dont les objectifs ne sont pas atteints. Ce qu'il a fait concrètement pour les gaz à effet de serre, c'est fermer de l'électricité décarbonée pour prolonger de l'électricité au charbon. Ce qu'il a fait, c'est de valider une raffinerie de biodiesel à l'huile de palme Total à La Mède, à côté de Marseille. Cette raffinerie, tout le monde sait qu'elle importe de l'huile de palme de Malaisie et d'Indonésie et que ça a un bilan désastreux pour le climat à cause de la déforestation. Et d'après le Canard même, si on a accepté cette raffinerie... Ah, c'est un florilège de non, mais c'est Canard. Pour te dire, il y a plein... Il y a quand même plein de gros problèmes dans le quinquennat. Tu me dis beaucoup dans le quinquennat Macron. Tu me dis beaucoup de choses. Oui, ça, j'ai compris. En fait, c'est ça le sujet. Mais non, mais du coup, tu vois... Non, mais on shoot les solutions. Il faut mettre des moyens. Déjà, il faut être cohérent. Quelles sont les solutions? Sortir du charbon. Je présente en 2022 là. Mais les solutions, c'est simple. Tu regardes où sont les émissions de gaz à effet de serre et tu les adresses. Où elles sont dans la rénovation des bâtiments, puisque le chauffage émet énormément et on a encore beaucoup trop de chaudières à gaz, de fioul, j'espère de moins en moins, mais on a encore beaucoup trop de chaudières à gaz et du coup, il faut les remplacer. Par quoi les remplacer? Par des chauffages électriques, des pompes à chaleur ou des chauffages au bois. Attention un petit peu au chauffage au bois, parce que si le chauffage au bois alimente de la déforestation, il n'est pas si décarboné. Donc, comment tu fais ça? Tu consacres des moyens à ce qu'on isole mieux les bâtis et qu'on change les chaudières. Donc ça, c'est une question de thunes et d'organisation. Est-ce que le gouvernement a mis assez de thunes et assez bien organisé? Réponse, non, par rapport aux objectifs qui sont eux-mêmes fixés. Ensuite, où est-ce qu'on émet des gaz à effet de serre? Dans la mobilité. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu dois sortir des voitures à l'essence et au diesel. Qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est des voitures électriques. Du coup, tu mets en place des crédits pour les voitures électriques. Tu vas voir les constructeurs, tu changes la flotte des véhicules publics pour que ça lance la filière. Tu organises la transition vers les voitures électriques. En fait, ce que j'aime bien, c'est que... Non, il y a qu'à si tu... Pas... Mais non, mais oui, mais attends, on va juste se dire un truc. Vas-y. Si tout était si simple et limpide, mais attends, ça serait génial. En fait, ce qu'il faut aussi regarder, c'est que tu peux pas décider de choses et te dire que ça va se mettre comme ça en place du jour au lendemain. Moi, je lâche pas sur ce truc de la rénovation.
Tu dis oui, il faut le faire, etc. Bien évidemment, on est en train de discuter de la même chose, mais tu te rends bien compte que lancer des choses comme ça, alors que, je rappelle juste dans le contexte, c'est pas pour se dédouaner, mais c'est pour rappeler un contexte qui est un fait historique, on a eu 2 ans de crise sanitaire. D'accord ? Donc, un moment, je veux bien qu'on se dise, oui, mais on avait dit en 2016 qu'en 2022, on aurait tant. Il y a le Covid qui est passé par là. Est-ce qu'il faut se dédouaner dedans ? Non. Mais est-ce qu'il faut venir en trouver un sujet de contradiction pour dire perpétuellement Macron, c'est Macron, nanana, ça sert à rien. Par contre, ce qui est important. Eh ben voilà, mettez les moyens. Et justement, tu as raison, notamment. Tu vois, l'exemple. Mais ça veut rien dire, c'est mal fait. Moi, je te donne un exemple concret. Tu dis mettez les moyens. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est ce qui a été fait dans le plan de relance. 30 milliards des 100 milliards sont consacrés à la transition écologique. Tu parles de la dépendance énergétique, parce que quelque part, dans tout ce que tu disais, tu dis que je m'exprime mal, mais quelque part, je vais aussi aller sur le truc de l'expression. Ce qui pose problème aussi, c'est notre dépendance énergétique. Qu'est-ce qui a été mis en place ? Sur quoi on a mis 9 milliards d'euros dans le plan de relance ? Le plan hydrogène. Pourquoi ? Tu sais comment on produit de l'hydrogène ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Il faut de l'électricité. Du coup, il faut produire énormément d'électricité décarbonée. À quoi servirait l'hydrogène ? Je crois que dans le plan de Macron, ce serait pour la mobilité, ou alors c'est pour l'industrie. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est aussi pour permettre de stocker de l'énergie, et notamment dans le mix énergétique qu'on doit travailler. Et l'hydrogène, c'est une bonne idée à long terme, mais en termes de gain de CO2 par euro investi, aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace. Ah, donc il faut pas se projeter. Je te dis pas qu'il faut pas se projeter. Je te dis que si ton problème, c'est d'empêcher le réchauffement climatique et que tu es vraiment make the planet great again et un champion de la Terre, si c'est ça que tu as en tête, il y a des choses hyper méga prioritaires sur lesquelles le gouvernement a été en retard. Et rénovation thermique, retard. Production d'électricité, retard. Rénovation thermique, il y a eu 2 ans de crise sanitaire. Tu veux faire quoi ? Tout le monde était confiné chez lui. Viens rénover chez moi, on est tous confinés chez toi. Il faut des gens pour rénover. J'ai cru comprendre que le bâtiment ne s'était jamais aussi bien porté que depuis la crise sanitaire. Il faut des gens pour faire... Attends. Là, c'est quand même simple. Je veux bien qu'on soit déconnecté. Attends, juste une phrase. Ce qu'on peut entendre, c'est pour faire de la rénovation thermique, tu es bien au courant qu'il faut quand même des gens qui viennent chez toi, qui font des travaux, il faut que tu sortes de ton logement, on a eu une crise sanitaire de 2 ans. Je sais pas si tu es au courant du truc. Où la majorité... je te le rappelle, tu vois. Mais tu vois, blague à part, où on a eu des gens qui sont passés du temps chez eux, qui ont du coup fait du télétravail, machin. Ce que je te dis, c'est pas de dédouaner ou de venir dire « Oh, non, on est les pauvres, on n'a pas réussi à cause de la crise sanitaire. » Pas du tout. Mais il faut aussi remettre ça en considération. Le sujet de l'environnement, il est fondamental, il est transpartisan. Maintenant, il faut faire face aussi au contexte. On peut pas aujourd'hui être un politique, quel qu'il soit, et se dire « De toute façon, moi, j'arrive en tel un bulldozer, et ce qui se passe dans le monde, je m'en fous. » Ça marche pas. Tu fermes une centrale qui produit rien, tu en ouvres une autre qui produit et qui fait des gaz à effet de serre. C'est des choix. Tu parles de la prime rénov' et là tu retournes sur le nucléaire. C'est pour te dire, le gouvernement choisit, il est acteur de ce qu'il fait. Et les types de choix ne sont pas satisfaisants. C'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Conseil pour le climat, l'Agence internationale de l'énergie, c'est la plupart des associations environnementales. Les gens disent, si c'était vraiment une grande priorité du quinquennat, il y a plein de choix qui n'auraient pas été faits comme ça. Faut faire face à ça. C'est la même chose sur le pouvoir d'achat. Si la priorité, c'était de donner du pouvoir d'achat aux plus pauvres... On en a parlé. Vas-y, fini. Moi, c'est tout. Moi, j'ai envie qu'on conclue de manière plus abstraite, plus méta, parce que c'est des sujets que vous avez abordés, mais il y a énormément d'autres sujets dans le quinquennat que tu pourrais critiquer ou que tu pourrais défendre. Il y a beaucoup d'autres sujets. Moi, j'aimerais qu'on termine plutôt sur quelles solutions on pourrait y apporter, comment recréer un lien de confiance entre les élites politiques, d'ailleurs pas seulement du gouvernement, mais d'autres partis également, et la population qui, pour beaucoup d'entre eux, se trouve plus qu'en manque de confiance, assez distante de cette politique. En témoignent, je pense, les 87% d'abstention des jeunes au régional, qui est, je pense, un signal d'alarme assez fort quand même. Pour moi, il faut regarder d'où vient la déconnexion. Et j'ai l'impression que c'est admis que la plupart des gens qu'on fréquente, quasiment quel que soit l'âge, même si la participation est plus élevée à mesure que l'âge augmente, mais je pense que quel que soit l'âge, les gens ont le sentiment qu'ils n'ont plus prise sur leur destin. Et du coup, que voter ne sert à rien. Puisque c'est grosso modo la même merde qui va se perpétuer, quel que soit le vote. Et je pense que ça vient de la Ve République et de petites trahisons qui se sont empilées à cause de nos institutions. Je pense que le quinquennat de Macron, c'est
une démonstration éclatante, mais c'était déjà le cas avant, de comment comment quelqu'un a la majorité et a le pouvoir dans notre pays, mais se retrouve conduit à faire une politique qui est minoritaire. Quand tu regardes les grandes réformes de Macron, tu vois, donc les réformes fiscales, la réforme de la loi travail, la réforme du chômage, la réforme des retraites, des trucs qui étaient des gros moments du quinquennat. Et ben quand tu regardes ça, en fait, c'est minoritaire dans le bloc social. Les gens n'adhèrent pas à ces réformes, mais pourtant Macron, comme d'autres, puisque les réformes de loi travail, les réformes d'assurance chômage, les réformes du système de retraite, c'est scandé. Je sais pas, moi j'ai 34 ans, je pense que j'en ai connu une dizaine de chaque, tu vois. Du coup, on a ce genre de réformes tout le temps en permanence et ces réformes sont chaque fois minoritaires. Et pourtant, notre système politique remet des gens en place qui, en fait, ne représentent que 20% des gens. Mais c'est pas de leur faute, c'est pas de la faute d'Emmanuel Macron s'il y a que 20% des gens qui adhèrent profondément à son projet et qui se retrouvent président. C'est de la faute à notre système électoral. Et je pense que là, on arrive à un moment où la déconnexion est très, 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 très forte. Les gens n'en peuvent plus de ne pas arriver à choisir quelqu'un qui a pris sur leur destin. Les gens n'en peuvent vraiment plus. Ils en ont marre du chantage au Front National, ils en ont marre d'être complètement dépossédés de leur vote. Moi, un exemple que je prends depuis tout le temps, c'est la seule élection que j'ai gagnée, c'est le non au référendum de 2005. Le peuple entier ne peut pas s'exprimer plus clairement sur son rapport à l'Union européenne. Ils ont dit non à la constitutionnalisation des traités européens et donc non à la perpétuation de cette Europe-là. Et ce qui s'est passé, c'est que le président élu, immédiatement après, a dit qu'il allait renégocier, mais en fait, n'a rien renégocié du tout. Il a signé exactement la même chose dans le traité de Lisbonne. Et cette somme de renoncement qui est un peu impliquée par notre 5e République et le lien entre les élites qui gouvernent dans leur monde et un bloc social qui n'adhère pas à ce qu'elle n'arrête pas de faire depuis des années, je pense que ça, c'est le problème. Du coup, pour le résoudre, à mon avis, il y a besoin d'un changement institutionnel. Je sais pas si ça doit passer par une constituante, si ça doit passer par changer le mode d'élection, s'il faut mettre du jugement majoritaire, s'il faut mettre des RIC et des référendums d'initiative citoyenne. Mais il y a quelque chose à faire, ou de la proportionnelle. Mais il y a quelque chose à faire dans notre système institutionnel. Moi, à titre personnel, je pense qu'il faut qu'il faut une constituante et refonder notre République, parce que là, les gens ne s'y retrouvent plus. Et je pense que le jugement majoritaire et la proportionnelle sont des bonnes pistes. Mais je suis pas politicien, c'est pas mon métier. Et du coup, je peux que donner des idées et donner un constat. Quel est ton avis, Prisca, sur ce que vient de dire Ludovic ? Alors, je vais laisser sur la fin, parce qu'en fait, on va se retrouver sur la fin. Je vais juste me permettre de réagir sur une phrase que tu as dit, je l'ai notée du coup, c'est que tu disais que c'était une politique pour les de minoritaires, ou des réformes de minoritaires, si je reprends le terme, c'était ça. Et je l'entends maintenant dans les faits, et je vais être très rapide parce que c'est pas l'objet de ta question, mais c'est pas vrai. Dans les faits, il y a eu le dédoublement des classes. C'est pas minoritaire, ça a concerné l'ensemble des CP, CE1 et ça va continuer à se développer. Tu as eu énormément de choses sur l'éducation, les dispositifs devoirs faits, l'habitation, la taxe d'habitation qui a été supprimée pour 80% des ménages et ça va être pour 100%. Au final, c'est pas minoritaire. Non, mais ça j'entends. Mais on a c'est toujours pour les ça. mêmes réformes qui s'imposent au forceps et que les gens ne veulent pas. Et du coup, ça donne le sentiment que en fait, pourquoi je te dis ça et déconnectés. Tu sais pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça? C'est pas. J'ai compris que c'était pas en plus que tu faisais un reproche spécifiquement pour Macron, mais pour l'ensemble des quinquennats. Mais pourquoi je te dis ça? C'est que je pense qu'aussi nous, et c'est pour ça que, d'ailleurs, j'en profite pour te remercier parce que c'est important ce genre de débat aussi. Et on adore ça. Et tu vois, qu'on puisse avoir ce genre de débat pour vraiment se titiller, se chercher, etc. Parce que en vrai, ce qu'il faut, c'est apporter de la nuance dans le débat politique. Et la nuance n'empêche pas d'être hyper ferme et hyper rigoureux, comme d'ailleurs tu le montres très justement. Donc je pense qu'il faut faire attention avec ces grandes phrases qui, mine de rien, tu sais, on n'a pas tous vraiment le temps, machin. Je dis pas, attention, je dis pas qu'on est tous cons, mais je dis pas qu'on n'a pas forcément tous le temps. Et c'est pas nos priorités d'aller creuser chaque jour. Toi, tu le fais pour nous, et c'est très bien. Mais on n'a pas tous le temps, soit de regarder, soit de le chercher comme il faut, etc. Et donc on va se laisser quelque part un peu fantasmer par certaines phrases. Des slogans. Mais oui, donc il faut qu'on fasse attention. Ça interpelle, c'est vrai. Moi aussi, j'use de temps en temps un peu de buzz médiatique parce que ça permet. Mais si derrière, il n'y a rien, ça aide pas. Donc c'est pour ça que je dis, je résiste à ça. Pas pour te dire que tu avais faux, mais pour te dire que je pense que collectivement, on doit apporter de la nuance. Ça, c'est un premier point. Ensuite, sur le truc du chantage au Front National, j'ai noté les grands trucs, mais je crois que tu l'as compris, je suis à 100% d'accord avec toi. Déjà d'une, ça ne fonctionne pas, et de deux, c'est contre-productif.
Donc ça, il faut que ça s'arrête. En plus, on a bien vu qu'aujourd'hui, le Front National, rapidement, ma petite analyse politico-politicienne qui vaut rien, à part moi-même dans ma salle de bain, on a vu que Marine Le Pen, quand elle essayait d'arrondir les angles, elle s'est fait dépasser par la droite par un Zemmour. Donc au final, ça ne sert à rien. Donc ça, mais 100% d'accord avec toi, vraiment. Moi, et ça faisait aussi partie des promesses de campagne de 2016, moi, je suis très favorable à la proportionnelle. Une dose de proportionnelle. Ça, elle est où? Bah justement, c'est pour ça que elle est où, cette promesse? Je viens de te dire, tu vois, je te donne pas le bâton pour me faire battre. Je te dis, je suis dans une relation, tu vois, où on se dit les choses. Donc, ça fait des années, tu vois. Mitterrand disait déjà ça. Mais moi, ça fait 40 ans qu'on parle de proportionnel et qu'elle ne vient jamais. Mitterrand est arrivé en poste, tu vois, j'étais à peu près comme toi. Je mettais encore un peu des couches, je crois. Mais c'est sûr, tu vois. Mais ce que je suis en train de te dire, je regarde là, tu vois, il faut savoir aussi faire le bilan d'un quinquennat, c'est aussi faire le bilan des plus, des moins et de ce qu'on a, tu vois. C'est dit, ouais. Du coup, là, on a. Comment la proportionnelle? Mais on aurait dû la mettre. Elle aurait dû faire partie de notre bilan. On l'a pas mise pour x, y raison. Tu vois, je vais pas non plus commencer à faire le décodage du truc. Mais je pense qu'il va falloir commencer à avancer sur ces sujets-là, mais pas dans 10 ans, dans 20 ans, sur le prochain quinquennat. Peu importe qui sera aux manettes, il va falloir y arriver. Parce que c'est par des mesures comme ça qu'on va aussi recréer du vrai lien et de la vraie conscience de représentation dans nos instances. Un autre sujet que je regardais aussi, mais ça, tu pourras peut-être me dire si c'est plus ça, je crois que c'est en Suisse où ils le font beaucoup, c'est des instants où on demande la parole aux Français, où on s'adresse aux Français. Beaucoup fait en Suisse, effectivement. Voilà, c'est beaucoup fait en Suisse. C'est-à-dire des référendums réguliers? Bah ouais. Oui, mais en Suisse, ça se passe même sur une place de ville où il y a 20 000 personnes et tout le monde s'écoute. Bon, reste, c'est la Suisse a sa propre culture par rapport à ça, mais sans coller, sans être sur le truc, tu vois. Moi, je suis partisane du regardons ce qui se fait ailleurs. On va pas dire qu'on va prendre à l'identique ce qui est fait ailleurs parce qu'on a nos particularités, heureusement. Mais ça peut nous inspirer. Faut pas être con, tu vois. Et pour le coup, la crise sanitaire aussi nous a appris un truc, c'est va falloir qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. C'est sûr que le début de la crise sanitaire, ça nous montre bien qu'on n'y croyait pas et qu'on pensait que les Italiens étaient des pauvres cons qui subissaient un virus et que nous, on allait être hors d'atteinte. C'est sûr que c'est de l'arrogance française. Mais pas que de l'arrogance, faut arrêter de se frapper non, aussi, mais c'est global, tu vois. Voilà. On a mis des œillères et c'est collectif, plein de gens, d'individus. Penser que, mais ça concerne des gens très lointains et ça nous est arrivé en pleine face. Il y a un biais de normalité également qui fait ça n'a pas l'air différent. Tant que ça ne touche pas, mais ça, c'est sur tous les trucs, tant que ça ne touche pas, c'est comme le handicap, la maladie, le machin, t'as l'impression que t'es un peu préservé. Et quand ça te touche, tu dis on s'en occupe pas, on n'en parle pas assez. Ça, c'est comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, il va falloir aller sur ces sujets-là. Moi, je suis pour des moments. Alors, tu vois, là, pour le coup, j'espère qu'on va retrouver aussi du débat sur ça. Ça donne envie de quand est-ce qu'on crée ces rendez-vous. Ça peut être effectivement soit... L'élection présidentielle, t'as pas le choix aujourd'hui. Mais non, mais t'es là où tu décides l'avenir du pays pour 5 ans. Attends, regarde. Tout est là. Attends, si tu la perds, il y a l'élection présidentielle. Regarde, écoute, tu vois, regarde, on est en train de parler. Et t'es pas en plus dans ton discours qui était avant, t'étais pas comme ça. On n'est pas dans de la fatalité. Il y a l'élection présidentielle qui arrive, c'est un fait. On va pas tous se dire, on part en vacances, on ignore le truc. Mais c'est aussi le moment de pousser des sujets pour que ça fasse partie du programme des candidats et qu'ils le mettent en place d'une façon quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et donc le sujet qu'on peut se dire, c'est plutôt qu'il va falloir qu'ils se réveillent, machin, etc. C'est faisons des propositions, soyons force de proposition. Tu vois quand même une défiance. Tu vois, le pays est fracturé entre populistes et le reste du monde, entre anti-pass sanitaire et le reste du monde. Mais tu vois la différence entre ce que tu dis au début et ce que tu dis à la fin. On parle de la défiance entre les citoyens et les politiques. Tu vas sur Macron. Moi, je te dis, ça n'a rien avec Macron. C'est plus global que ça. Ça vient du bloc central. Moi, mon analyse, c'est que si tu as toujours les mêmes qui obtiennent le pouvoir central. C'est quoi les mêmes? Macron, il était... UMPS. Je trouve que cette expression du Front National, elle est éclatante. On est la République en marche. Pour moi, tu vois, si tu regardes, mais c'est la même chose. Mais c'est au contraire, c'est l'incarnation parfaite de l'UMPS. Je suis l'incarnation parfaite. L'exemple. Mais non, mais quand tu vois des ministres de Sarkozy et des ministres de Hollande être ministre de Macron, t'as quand même compris que c'est le même bloc central qui gouverne. Et ça, c'est ce même bloc central. Mélenchon, Zemmour et Marine Le Pen à la table. Ce que je te dis, c'est que ce bloc central, il n'a fait que trahir. Il a dit qu'il allait écouter le peuple. Il a dit qu'il allait faire des réformes institutionnelles. Il a dit qu'il allait préserver le modèle social. Écoute, je suis désolé. C'était dans les campagnes Sarkozy, c'était dans les campagnes Hollande, c'était dans les campagnes Emmanuel Macron pour les derniers. Et toutes ces proclamations n'ont pas été traduites par les faits.
Tu vois, Mais et donc les gens se sentent de plus en plus méprisés. Et si tu as ça, plus un système électoral où celui qui passe a toujours au mieux 20% du corps électoral derrière lui au premier tour et après se retrouve régulièrement, pas systématiquement, en face du candidat Front National qui est la bête immonde, ça crée un sentiment que la politique ne t'appartient plus. Tu proposes quoi pour 2022 ? Moi, ce que je te dis, c'est des changements institutionnels majeurs. Moi, je suis non, mais favorable. Pour 2022, tu veux pas UMPS ni l'AREM. Donc tu veux quoi ? Je propose une constituante, un jugement majoritaire et de la proportionnelle. Oui, ça, c'est ce ce que je propose. On annule l'élection de 2022. Mais non, mais c'est ça un que je te dis. candidat qui propose ça. Évidemment, il faut gagner, il faut gagner la présidentielle pour obtenir des changements institutionnels. Ma dernière phrase, et après je te laisse parler. Et après je te laisse parler jusqu'à la fin et je me tais. Donc moi, ce que je te dis, c'est est-ce que tu saurais... La question, elle est très simple. Est-ce que si un candidat, quel qu'il soit, mais qui sort de ce déjà monde politique identifié, te propose ce genre de choses, peu ou prou, est-ce que du coup tu vas y croire ou ça va être décrédibilisé parce que ce sont eux qui le portent ? Ou alors est-ce que tu as besoin d'une figure providentielle, et c'est pas négatif ce que je te dis, c'est pas péjoratif non plus, mais d'une figure providentielle qui sort d'une nulle part, qui machin, etc., qui n'a jamais fait de politique et qui va te proposer peu ou prou ça, est-ce que tu vas plus le croire que ceux qui viennent de l'ancien ? Sur pièce. C'est dur de réfléchir abstraitement. Par contre, je suis sûr sur la cause. La cause de la désaffection des Français avec la politique, ça vient du bloc central, ça j'en suis certain. Après, est-ce qu'il suffit que quelqu'un n'en vienne pas et propose ce que moi j'appelle comme réforme institutionnelle pour que je sois convaincu ? Il faut juger sur pièce. Et on va s'arrêter là-dessus. C'était très intéressant. On a balayé beaucoup de sujets et ça a permis aussi de faire cibler beaucoup de désaccords. Moi, je tenais à dire que c'est aussi ça que nous on cherche à faire au Crayon, c'est-à-dire aussi connecter, du coup, sans caricaturer le peuple et le gouvernement, même si c'est plus compliqué que ça, évidemment, et que... Viens moi le peuple. Et moi, je suis montée au gouvernement en 2 heures, t'as vu ? On reviendra plus souvent, non ? Exactement. Non, mais que c'est important qu'il y ait des porte-paroles aussi de différentes corps de la société. Et qu'en plus, je trouve qu'il y a de moins en moins sur les plateaux télé de diversité de profils et aussi de personnes de jeunes générations. Qu'on est ravis, nous, au Crayon, de pouvoir aussi promouvoir des voix parfois un peu moins traditionnelles et un peu moins récurrentes. Okay. Merci, Ludo. Merci à toi. Merci, Prisca. Salut. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux débats et de nouvelles interviews sur le Crayon. C'était Valorant. Salut les amis.